Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour mon bilan du mois d'août et franchement je suis assez contente du résultat que j'ai eu puisque j'ai quand même lu pas mal de livres alors que j'ai été la plupart du temps en vacances avec un enfant en bas âge et très peu de sommeil, donc voilà, je suis quand même contente et satisfaite de mon bilan. Donc on commence tout de suite puisque du coup je vais avoir pas mal de livres à vous présenter. J'ai donc lu ce mois-ci 9 romans pour un total de pages de 3637 pages. Je n'ai pas lu de graphique. Donc 9 romans pour un mois d'août, je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais plus être dans les 5-6 romans. Le début du mois a été assez chaotique, mais je me suis bien rattrapée sur la fin. Et voilà, je suis très contente d'avoir été à ce niveau-là. Je pense que la fin d'année va être un peu particulière puisque je commence un nouveau travail et donc le rythme va être différent. Je vais avoir pas mal de boulot, moins de trajets de voiture. Donc on verra un peu comment ça va se mettre en place et puis toute la mise en place du nouveau travail va demander quelques ajustements dont je pense lire un peu moins même si mes piles à lire sont un peu trop optimistes. Voilà, j'ai envie de tout lire en ce moment mais c'est un petit peu compliqué. Bref, du coup comme j'étais en vacances je n'ai écouté que 2 audios, j'ai lu 3 numériques et 4 en papier donc je suis assez contente. J'avais pris des romans papier avec moi. C'est plutôt cool. J'ai fait 7 achats, donc ça, je suis pas méga satisfaite, j'ai quand même fait pas mal d'achats, donc j'ai fait 7 achats, un seul pendant mes vacances. J'ai eu 0 abandon et j'ai lu 2 livres qui sont hors de ma pile à lire. Ce mois-ci, j'ai lu en majorité des romances, de la romantaisie, des thrillers et du contemporain. Et je suis passée d'une pile à lire de 38 à 39, donc j'ai un peu limité les dégâts, mais c'était pas non plus foufou quoi. On passe au book haul avec mes 7 romans. J'avais 3 précommandes. J'ai précommandé Wicked, le premier tome d'une nouvelle saga de Jennifer L. Armentrout. Le premier tome c'est Tentation je crois. C'est ça. J'avais précommandé également le tome 3 de Titan, toujours de Jennifer L. Armentrout. Et j'avais précommandé la nouvelle sortie de chez Lost Kingdom, signée C.N. Crawford, à savoir La Cité aux Épis. Le premier tome des épreuves de la reine démoniaque et voilà, j'avais adoré Frost et Nectar, je crois que c'est Frost et Nectar et du coup j'avais très envie de découvrir un autre roman de ce duo d'auteurs et d'auteuristes même. Et je suis trop fan de la couverture. Lors de mes vacances, j'ai toujours l'objectif d'aller dans une petite librairie pour avoir un souvenir de mes vacances. Cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. J'ai pris le livre chez Cash Converter. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait des bouquins chez Cash Converter. D'habitude, je suis plus Easy Cash. Mais j'ai trouvé Un parfum de rose et d'oubli de Martha Hall Kelly qui est la suite de Les Lilas ne refleurissent qu'après un hiver rigoureux où là on va se situer pendant la Première Guerre mondiale et j'ai très hâte de pouvoir le lire. Je voulais me l'acheter en occasion, c'est une suite de saga donc c'est plutôt pas mal. Et j'ai mis 3 livres que ma belle-mère m'a donné. Alors il y en a que j'ai depuis plus longtemps mais du coup j'ai décidé de les intégrer dans ma pile à lire ce mois-ci. Je me suis dit allez, je les avais intégrés quand j'en avais récupéré 17, alors pourquoi je les intègre pas quand il y en a que 3. Donc d'abord j'ai À tout jamais la suite de Jamais plus de Colleen Hoover. J'avais pas trop envie de le lire, j'ai pas eu trop le choix, elle me l'a mis dans mon sac et en me disant lis-le. Donc je pense que je vais me le lire assez rapidement quand même. J'ai également un premier tome de Michael Connelly. En attendant le jour, j'avais très envie de découvrir cet auteur, j'ai vu le livre dans la bibliothèque de ma belle-mère, j'en ai profité et j'ai pris un Lisa Jewell, enfin elle m'a mis dans les mains un Lisa Jewell qui est Rentre avec la nuit et bah voilà, j'avais envie de découvrir cette autrice. J'ai déjà un roman d'elle que j'avais acheté il y a quelques mois mais bah du coup j'en avais un deuxième donc pourquoi pas. Encore une fois j'ai pas eu trop le choix, elle me l'a mis dans les mains en me disant lis-le, il est cool. Donc, ça va vous spoiler un petit peu des lectures que j'ai faites mais j'ai commencé 3 sagas, 3 sagas ce mois-ci. J'ai commencé Les épreuves de la reine démoniaque, donc je suis à jour dans cette saga. J'ai commencé aussi Witchwalker, je suis encore une fois à jour dans cette saga.
Et j'ai commencé Le Secret des Agapornes de Clarissa Barr et je suis à jour dans cette saga, puisqu'à chaque fois il n'y a que le premier tome qui est sorti, mais je vous en reparle dans tous les cas juste après. Je n'ai terminé qu'une seule saga et là ça pêche un petit peu du coup, puisque j'ai terminé Ombre et Mystère de Jennifer Lerman-Trout. Vous allez voir que j'ai enchaîné les 3 tomes. De toute façon le tome 1 vous l'avez vu dans mon précédent point lecture, et donc là vous allez comprendre que j'ai lu le 2 et le 3, je les ai lus assez rapidement et assez d'affilée parce que sinon je pense que je les aurais jamais terminés. Et je n'ai continué aucune saga, donc voilà, 3 commencées, une terminée, pas de continuer, bref il va falloir que je remédie à ça au plus vite. Et donc on va commencer mon point lecture, je me décale un tout petit peu puisqu'on commence avec des livres que je n'ai pas puisqu'il s'agit des tomes 2 et 3 de Ombre et Mystère. Dans cette trilogie on est sur une romance contemporaine où on va suivre 3 frères, à chaque tome il y a son frère, les 2 Vincent qui sont des milliardaires vraiment, ils sont très très aisés et ils habitent dans un manoir assez hanté, avec pas mal de mystères, il y a une espèce de prophétie de malédiction sur les femmes de leur famille. Et donc dans le tome 1 on va suivre le plus jeune, je crois, oui, le plus jeune. Ensuite le tome 2 on suit le deuxième et le tome 1 on suit le premier. Dans le premier tome, je vous en ai parlé dans mon précédent point lecture, au début de cette trilogie, il découvre le père qui se suicide et donc il y a tout un mystère autour de ça. Donc dans le premier tome on suit Luciane qui fait appel à une infirmière parce que sa sœur jumelle a été retrouvée après 10 ans de complète disparition, mais elle a été retrouvée complètement mutique. Donc ils vont faire appel à une infirmière pour s'occuper d'elle, pour essayer de voir s'il y a des améliorations. Et donc il va découvrir Julia, sachant qu'il l'a plus ou moins découverte avant qu'elle arrive à son poste, puisqu'ils se sont rencontrés dans un bar et qu'il s'est passé certaines choses. Donc ça c'est le tome 1, je vous ai déjà fait un point là-dessus. Sur le tome 2 on suit Gabe qui est le frère au milieu et qui va retrouver pas son ancien amour de jeunesse justement. En fait ils ont des serviteurs, des personnes qui travaillent pour eux, un couple qui a une fille qui a été élevée un peu dans cette maison là, et cette jeune fille là elle a toujours été amoureuse de ce frère, sauf qu'il y a une grosse différence d'âge, il y a une différence d'âge d'une dizaine d'années je crois, et donc ça a toujours été un frein, mais et un jour elle a complètement disparu. Ils ont passé la nuit ensemble et il n'a pas été très très sympathique le lendemain, et du coup elle a décidé de partir, de plus donner de nouvelles, de faire ses études loin, sauf que sa mère est très malade et donc elle va devoir retourner pour la remplacer et pour aider sa famille. Et donc là elle va retrouver son amour de jeunesse, enfin de son côté à elle, puisque lui il n'a jamais eu de sentiments, et entre rancœur, amitié, amour, enfin bref il y a pas mal de choses. De toute façon sur tous les tomes il y a une trame de mystère commune, donc c'est vraiment important de lire les tomes dans la suite l'une de l'autre, puisque il y a un fil conducteur sur les 3 tomes, ils sont pas indépendants vraiment, même si les histoires sont indépendantes et que on peut même si on n'est pas intéressé par une histoire d'amour, on sera spoilé dans les tomes qui suivent, mais il y a vraiment une intrigue sur le fond, sur l'histoire de la famille et sur pas mal de choses qui est quand même à regarder, puisque c'est quand même assez sombre quand même. Le fil, l'ambiance est quand même assez sombre, du coup c'est cette ambiance là que j'ai vraiment aimé. Les romances en elles-mêmes sont casse pas 3 pattes à un canard, vraiment il y a des choses assez problématiques et qui m'ont un peu... un peu lourdingue quand même, mais j'ai aimé en fait la trame de fond et l'intrigue qu'il y a de fond. Et donc on va suivre l'aîné, mais qui va rencontrer la meilleure amie en fait de la protagoniste féminine du tome 2. Et en fait cette jeune femme a perdu son mari puisqu'il s'est suicidé il y a quelques années, et donc un jour où l'anniversaire de son suicide je crois, elle va aller porter des fleurs à sa tombe et elle va découvrir le frère aîné, donc il fait tomber son bouquet de fleurs, donc gentiment elle va lui apporter, et puis comme il y a
enchevêtrement entre la fin du tome 2 et le début du tome 3. On a un peu quelques scènes en parallèle, des scènes communes, et donc ils vont plus ou moins se rapprocher, et en plus la jeune femme fait des expériences un peu paranormales. Elle a un client qui a des phénomènes paranormaux chez elle, et enfin chez lui, et en fait le futur voisin n'est autre que Luciane, le protagoniste du tome 1. Donc elle va essayer de faire des enquêtes chez Luciane pour pouvoir aider son client aussi. Et donc il y a tout ce côté un peu paranormal, un peu chasseur de fantômes, etc. que j'ai plutôt bien aimé, puisque on aime bien ce genre de vidéo en plus avec mon chéri. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est pas une saga qui casse trois pattes à un canard. J'ai pas été aussi chamboulée, aussi émue qu'avec sa saga Jeu. Mais c'est quelque chose qui est vraiment dans l'ambiance un peu creepy, un peu fantomasque, un peu mystérieux. Et voilà, c'est toute cette trame-là que moi j'ai bien aimé. Ça se lit assez vite, c'est de la romance contemporaine, donc ça se binge-read un petit peu. Mais voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, mais je suis contente de l'avoir lu, je suis contente d'avoir enchaîné, parce que comme je vous ai dit, je pense que sinon j'aurais peut-être pas accroché et j'aurais peut-être pas fini la saga. J'aurais peut-être mis 5 ans à me dire il faut que je finisse cette saga. Là, je l'ai commencé, je l'ai terminé, ça s'est lu rapidement, ça s'est un peu englouti, et voilà. Mais ça restera pas un souvenir impérissable. Je suis désolée si j'ai le nez rouge, si je parle un peu du nez, si... Enfin, je commence à être malade, donc je suis un peu dégoûtée, vraiment. On est fin août, on est le dernier jour d'août, et je tombe malade, j'ai la crève. Donc je prends mon mal en patience, et je vous tourne quand même cette vidéo, mais je pense qu'il va y avoir pas mal de cuts, parce que j'éternue, parce que je me mouche, parce que j'ai le nez rouge, parce que je tousse, bref, un petit peu compliqué. Donc j'espère que ça n'entravera pas votre écoute de la vidéo. Grosse déception, puisque moi l'été c'est synonyme de Clarissa Barr, mais on verra juste après, mais aussi de Agnès Martin-Lugan, et j'ai lu La déraison de Agnès Martin-Lugan justement, puisqu'il est sorti cette année en poche, ou fin de l'année dernière, bref, il est sorti pendant l'année scolaire en poche, et que moi je lis que en poche. D'ailleurs je me suis rendu compte qu'avec le nouveau design de chez Pocket, en fait j'avais tous mes Agnès Martin-Lugan qui étaient là, différentes couleurs, donc tous alignés, et là maintenant ils ont échangé le Agnès Martin-Lugan avec le titre, et du coup ça va plus du tout avec l'harmonie de ma saga. Bref, on est sur un roman qui m'a vraiment beaucoup déçue. Je pense que c'est celui que j'ai le moins aimé de l'autrice, pourtant les sujets sont hyper forts. On va suivre Madeleine, qui est une jeune femme, qui est maman, qui est divorcée, qui a des sœurs, qui sait qu'elle va mourir. Voilà, elle sait qu'il lui reste pas beaucoup de temps, et elle prend toute la vie en positif, elle profite de chaque instant, elle essaye de passer le plus de bon temps avec sa famille, avec ses proches, et donc elle a vraiment le credo de je sais que je vais mourir, donc je profite jusqu'au bout, je veux vivre ma vie jusqu'au bout, pleinement, et je veux que personne soit triste pendant la phase qui me reste, puisque voilà, c'est inévitable. Il y en a qui s'effondrent et qui se laissent mourir, il y en a qui se battent et qui profitent jusqu'au dernier instant, et on sent qu'elle a un secret sur son passé, il y a des choses qu'elle n'a pas dit, qu'elle n'a jamais dit à sa fille, et d'un côté on suit un jeune homme, que plus tard on saura que c'est Joshua, qui lui a tout pour être heureux, vraiment. Il est dans une maison au bord de la mer, complètement reclus, il a son fils, mais il est en train de se dire que la dépression qu'il a va entacher justement le bonheur de son fils, et en fait il a tout, il a la santé et tout, mais il est complètement déprimé, il broie du noir. Et donc on a vraiment ce contraste entre ces deux personnes, de la personne qui est hyper optimiste même si elle sait que il lui reste pas longtemps à vivre, et on a le côté très mélancolique en plus il est pianiste, il est musicien, vraiment il touche plus à son instrument de musique, vraiment en pleine déprime, et pourtant niveau santé tout va, niveau santé physique en tout cas tout va, c'est vraiment là la santé morale, et on va voir que en fait ces deux personnes sont liées par un passé commun, mais ça on l'a vraiment au fil des pages, et vraiment dans la deuxième partie de l'histoire.
Ils sont reliés tous les deux, même s'il y en a une qui est à un endroit et l'autre qui est en Bretagne à l'autre endroit. Pourtant, ils sont bel et bien liés et on va apprendre petit à petit leur passé commun. Je vous en ai parlé dans tous les cas dans le vlog, mais j'ai trouvé ça hyper long. Franchement, c'est un roman qui fait même pas 300 pages, je pense. Qui fait 200 pages. 200 pages et j'ai mis, je pense, quasiment une semaine à le lire. J'avais pas envie de retourner dedans. Pourtant, d'habitude, les Agnès Martin-Lugan en 24-48 heures, je les ai lus, je suis happée. J'ai pas été touchée par les personnages. Alors, c'est une histoire très triste, vraiment. La fin est bouleversante. De toute façon, on sait comment ça va se terminer, puisque on le sait dès le début. Mais c'est pas une happy end ni rien, mais si, il y a une petite happy end qui se fait quand même, mais j'ai trouvé le roman très long, je me suis pas attachée au personnage, et j'ai trouvé que c'était un peu too much dans les deux côtés, même si je trouvais que c'était intéressant d'utiliser ça, et en fait voilà, je me suis attachée à personne, à part à la jeune fille, la fille de Madeleine, que j'ai beaucoup aimée dans son combat justement, elle sait qu'elle va perdre sa mère, et elle est bouleversante je trouve, elle va tout faire pour l'aider, pour être au mieux, pour pas lui montrer son chagrin et tout. Et en fait les thèmes, tous les thèmes étaient hyper bons pour que j'accroche avec ce roman. Mais je n'ai pas accroché, j'ai pas trouvé la lecture addictive, j'ai pas aimé forcément les personnages, j'ai pas aimé comment l'histoire prenait le pli, et ouais, j'ai été hyper déçue, et je suis trop déçue d'être déçue. Parce que vraiment, Agnès Martin-Lugan, j'ai aimé quasiment tous ses romans, et là, franchement, c'était vraiment ma déception. Je pensais vraiment le lire hyper rapidement, ne pas pouvoir le lâcher, et voilà. Et en fait, ça l'a pas du tout fait avec moi. Alors oui, la fin m'a fait pleurer. Enfin, vraiment, elle est hyper touchante, elle est hyper poignante, et elle est belle, mais ça n'a pas remonté le niveau des 180 pages qui restaient. Vraiment, les 30 dernières pages n'ont pas tout remonté, et ouais, c'est dommage, mais en tout cas, voilà. De toute façon, avec tous les romans qu'elle a fait, il fallait bien qu'il y en ait qui me plaisent pas forcément, je pouvais pas tout aimer, et celui-là fait partie de ceux que j'aime le moins, et voire celui que j'aime le moins en tout cas. Par contre, un livre vraiment que j'ai adoré, mais j'étais à la limite du coup de cœur, mais j'ai eu un point d'interrogation à la fin, je vais vous en parler. Il s'agit de Nuit d'orage à Haute-Rive de Juliette Galliani chez les éditions Hurlevent. C'est un roman que je me suis pris assez récemment, et pourtant au départ il me faisait pas du tout envie, mais c'est un des romans que j'ai préféré de la maison d'édition pour l'instant. J'en ai lu, c'est le 5e que j'ai lu. Et c'est un de ceux que j'ai préférés. On est à Lyon en 1954 et on suit une famille où en fait il y a le grand-père et qui a 3 fils et filles, et là-dessous il y a 4 cousines en tout cas. Et tous les étés, toute la famille se retrouve à Haute-Rive, c'est des milliardaires encore une fois, et donc ils vont tous se retrouver le temps d'un été. Il y a pas mal de rituels, de compétitions, de choses à fêter. Voilà, c'est vraiment le moment de on se retrouve tous le temps d'un été, et voilà. Et toutes les cousines sont assez différentes, elles ont toutes leurs caractères, tous leurs objectifs de vie, toute leur volonté, leur caractère. Bref, il y a beaucoup de choses qui les complètent. En fait, elles se complètent parfaitement, elles sont toutes différentes et je trouve qu'elles se complètent parfaitement. Il y en a qu'on aime forcément plus que d'autres, et il y a aussi un jeune homme, je sais plus comment il s'appelle, qui va se greffer justement à cette famille-là, qui est un peu pris depuis plusieurs années sous l'aile du patriarche de la famille, et voilà. On a ça, et on a une jeune femme qui va être embauchée pour devenir la servante, justement une des servantes de cette famille-là, et qui va nouer une sorte d'amitié avec une des cousines. On a un roman choral où on suit pas mal de points de vue. On va suivre Flora, je crois que c'est Flora, qui est la gouvernante,
enfin qui est la nouvelle servante. On va suivre chacune des cousines. Moi j'ai adoré Gabrielle, vraiment Gabrielle c'est la cousine que j'ai préférée. Éléonore, je pouvais plus me la saquer à un moment donné, c'était le genre de personnage qui aime avoir tous les projecteurs sur elle, quitte à effacer d'autres personnes. Et c'est vrai que elle m'a hérissée au plus haut point. On a 2 cousines qui ont la volonté de rentrer dans une grosse école de couture, puisque la couture c'est toute leur vie, la mode c'est toute leur vie. Et donc on va vraiment suivre cet été hyper caniculaire où il va se passer de drôles de choses. Il va y avoir, enfin on sait dès le premier tome qu'il va y avoir un mort. Mais on sait que vers la fin qui est-ce que c'est et qu'est-ce qui s'est passé. Et donc on va partir à reculons et on va passer tout cet été qui va amener jusqu'au décès de cette personne et de savoir qui est-ce qui a fait les choses, est-ce que les bonnes personnes sont incriminées, etc. Mais on est vraiment sur un contemporain où il va y avoir des tensions petit à petit, il va y avoir des choses qui vont être faites, un peu du sabotage envers certaines personnes, on va incriminer certaines personnes et puis d'autres, et puis voilà. C'est tout un jeu de mystère de ce côté-là. Le côté thriller est pas très exploité, vraiment on sait qu'à la fin qui est-ce qui est tué, qui l'a fait, on n'a pas vraiment l'enquête pour amener au coupable qui est désigné. Mais j'ai adoré en fait cette ambiance, j'ai été plongée dedans. Je pense que dès le début j'ai lu 100 pages en 1 heure tellement j'étais dans le truc, j'avais pas envie de le lâcher. Et c'est cette lecture addictive que je voulais justement, que je voulais retrouver avec Agnès Martin-Lugan. Et j'ai été très contente de la retrouver avec Juliette Galliani parce que vraiment, de premier abord, je l'aurais pas forcément acheté. Et c'est vrai que là dernièrement j'ai voulu acquérir tous les Hurlevents. Et donc je me suis dit que celui-ci, j'avais lu que c'était parfait pour les étés caniculaires. Je suis très contente de l'avoir enfin lu. J'ai adoré certains personnages, j'ai adoré détester certains personnages. Alors j'ai juste eu un problème au moment de l'épilogue, puisque j'ai lu les dernières pages, enfin j'ai lu l'épilogue et je me suis dit mais en fait je crois que je suis passée à côté de quelque chose. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir me voir pour me dire pour savoir si je suis passée à côté d'un élément principal, si ça appelle à d'autres choses, enfin voilà, je suis complètement perdue. Je sais pas quoi penser et l'autrice ne m'a pas forcément aidée, n'a pas forcément répondu à mes interrogations, mais en tout cas voilà, j'ai adoré. Je pense qu'il m'a manqué un je ne sais quoi pour que ce soit vraiment un coup de cœur, mais vraiment j'avais vraiment du mal à le lâcher. J'avais envie de savoir ce qui s'était passé, je me suis vraiment attachée à certains personnages, il y en a que j'ai détesté. Vraiment on est dans une famille où de l'extérieur tout semble tout rose, tout beau, etc. Mais en fait il n'y a rien qui va. Et j'ai adoré avoir ce thème là et ce sujet là. Et je trouve que c'est très bien fait de la part de Juliette Galliani. Et je suis trop contente de l'avoir lu. Et voilà, s'il y a un des Hurlevents qui vous tente le plus, franchement foncez sur celui-là parce que vraiment je pense qu'il est juste après Descendre sur tes mains, c'est le deuxième que j'ai préféré de la maison d'édition et je vous la recommande à 1000% dans tous les cas. Cette maison d'édition, je la trouve pépite. Elle fait des beaux objets livres, c'est une maison d'édition indépendante et elle a des beaux textes, voilà, qui diffèrent les uns des autres, donc vous trouverez forcément ce qui vous va. J'ai lu ensuite Le secret des agapantes, le tome 1, donc Flora et Joséphine de Clarisse Sabat. Et ce roman, j'ai mis pas mal de temps à le lire, pas qu'il était pas bon, mais parce que je l'avais mis sur ma liseuse et que je lisais que le soir. Et autant vous dire que ma fille se réveillait entre 5h30 et 7h pendant toutes les vacances. Donc le soir, on faisait pas long feu. Sachant qu'il y avait les JO, on regardait les situations, etc. Donc j'ai mis pas mal de temps à le lire, mais une fois que j'avais plus justement Nuit d'orage à Haute-Rive, je me suis complètement concentrée là-dessus et j'ai plutôt bien aimé. Alors c'est pas un coup de cœur ni rien, mais c'est une très bonne lecture.
On est encore une fois sur une double temporalité, c'est un premier tome d'une saga, il va y avoir 3 tomes dans cet univers puisque on va suivre à chaque fois 3 cousines avec 3 sœurs dans le passé. Puisque on suit, en gros, il y a 3 cousines qui ont hérité du manoir un peu familial qui est les Agapantes dans un petit village de Normandie, et donc il va y avoir pas mal de secrets sur l'histoire de ces 3 sœurs, donc leur grand-mère en fait. Et donc là on va suivre dans ce premier tome Flora qui vit à Los Angeles et qui travaille dans l'art, qui est dans les galeries d'art, et qui va témoigner. En gros, son demi-frère, celui qui est devenu son demi-frère, qui a une accusation pour abus sexuels, pour sévices sexuels, etc. Et donc elle, comme elle a subi des choses aussi de ce jeune homme, elle va rajouter son témoignage à elle, sauf que il va décider de contrecarrer ça et de lui faire une réputation de fou. Et donc, comme elle est un peu blacklistée de partout, elle est pointée du doigt, comme il a pris la parole et que c'est le premier qui parle qui a raison en fait, et ben du coup elle va devoir fuir un peu Los Angeles le temps que ça se calme, et elle va se réfugier en Normandie dans ce manoir là, et elle va se rendre compte qu'il y a pas mal de secrets vis-à-vis de sa grand-mère, surtout que quelqu'un lui donne des bouts du journal intime de sa grand-mère qui relate en fait toute son enfance et toute son histoire. Et donc on va suivre en 1930 Joséphine, donc sa grand-mère, qui vit d'abord en Normandie dans cette maison là. Elle a 2 sœurs et elle vit avec sa mère et son père. Son père devient un célèbre peintre, on parle de Ernest Hemingway, etc. Et il va décéder à un moment donné assez tragiquement. Et donc elle a été toujours bercée par justement les peintures de son père. Elle a plus ou moins commencé à apprendre à peindre avec. Et elle a été acceptée aux Beaux-Arts. Et donc il va y avoir toute une histoire de ce côté-là. Il y a tout un mystère puisque étant jeune fille, elle a entendu son père pleurer en citant le nom d'une autre jeune femme qui n'est pas sa mère, et donc quand elle arrive sur Paris chez sa tante du côté de son père du coup, lui donne un tableau avec cette jeune femme justement, et on sent qu'il y a tout un mystère autour de cette jeune femme. Le père était accusé d'avoir volé un célèbre diamant, et donc il va y avoir toute une intrigue de ce côté-là. Elle va rencontrer aussi... Et puis il va y avoir toute sa vie justement aux Beaux-Arts, dans les quartiers un peu de Montmartre, avec tout ce qui implique dans cette époque-là, c'est-à-dire qu'elle va rencontrer un jeune homme qui va la courtiser, elle attend qu'une chose, c'est que il la demande en mariage, enfin bref, c'est toute la vie de cette jeune fille qui doit déjà essayer de s'effacer des traces de son père, puisqu'elle est toujours comparée à son père, et il va falloir qu'elle mette sa patte et qu'elle se fasse un nom elle, mais aussi toute la vie d'une jeune femme lambda qui arrive sur Paris, qui se fait des amis, qui trouve peut-être l'amour, mais tout ne se passe pas comme il faudrait, et donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Je pensais qu'on allait partir sur la Seconde Guerre mondiale, mais en fait pas du tout, on n'en parle pas du tout, on parle vraiment de la période d'entre-deux-guerres et de la montée justement après pour la Seconde Guerre mondiale, mais on n'est pas au moment de la Seconde Guerre mondiale. Là on va pas du tout parler de l'Allemagne ni rien, mais on va plutôt parler de l'Italie et de Mussolini, et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est la première fois que j'entends parler, enfin que je lis un livre sur ce sujet là, sur la montée en puissance de Mussolini. Est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, les partisans, ceux qui étaient contre, etc. Et donc on va avoir aussi tout un pan de l'histoire qui va se passer en Grèce. La Grèce va être hyper importante, et donc on va voyager avec ce roman, on va voyager à travers le temps, à travers les époques, à travers le monde. Et je trouve que c'est hyper bien fait. On a quelques résolutions de l'intrigue justement de cette jeune femme, de la pierre, etc., du diamant. On sent que les grand-mères ont laissé un héritage justement familial autour de cette intrigue à leurs 3 petites filles, et donc on a une partie de la fin de l'intrigue avec Flora et Joséphine, mais on a une suite, tout n'est pas résolu, et du coup j'ai trop hâte d'avoir la suite, même si
La grand-mère qu'on va suivre par la suite est pas celle qui m'intéresse le plus, mais je pense que je vais tout aussi adorer et franchement j'ai adoré. C'est quand même une grosse favasse puisqu'il fait, comme à chaque fois, il fait plus de 500 pages, mais j'ai passé un très très bon moment et franchement la plume de Clarissa Barr, de toute façon moi j'adore et j'adhère. C'est encore une fois mon rendez-vous de l'été, tous les étés je lis un Clarissa Barr. Je lis son historique et sa double temporalité, donc là je vais devoir attendre l'été prochain pour lire la suite, mais je suis trop contente qu'elle se soit lancée dans une saga et la saga est vraiment cool, donc voilà. On va continuer avec Witchwalker, donc le tome 1, Le Faucheur de sorcières de Charissa Weeks, sorti chez Lost Kingdom. Je l'avais acheté en occasion et parce que je savais pas trop quoi en penser. J'avais entendu des très très bons avis comme des très très mauvais avis et des DNF, et donc là on va suivre Reina qui est une jeune fille qui n'a pas la parole. Alors dans mon vlog j'avais dit sourde et malentendante, elle n'est pas sourde mais elle ne parle pas, donc il y a beaucoup d'inclusion justement sur ce côté là où il y a le langage des signes, et je trouve que c'est très très bien qu'ils aient mis un handicap sur ce personnage là. Et en fait c'est une sorcière qui a toujours caché un peu ses pouvoirs, puisque il y a quelques années sa sœur a été récupérée par le faucheur de sorcières. Il faut savoir que dans cet univers, un jour par an il y a la collecte, et en fait le faucheur de sorcières va récupérer une sorcière pour le compte du roi de Givre. Et elle veut se venger de sa sœur, puisque voilà, elle vit sans sa sœur depuis 6 ans je crois, et donc elle est prête pour être sélectionnée, sauf qu'elle ne sait pas, c'est que en fait le faucheur de sorcière a déjà décidé de la prendre elle, puisque en fait tout ce que Reina pense n'est pas forcément vrai. Et ils ont besoin d'elle, voilà, ils ont vraiment besoin d'elle pour la guerre entre les différentes parties de l'univers, puisque le roi de Givre est en guerre avec le roi de l'Est ou le prince de l'Est, bref je sais plus exactement. Et donc voilà, on est sur un petit Enemies to Lovers, très très slow burn quand même. Et donc le jeune homme c'est Alexus, voilà, Alexus. Je suis très très mitigée par ce roman. Voilà, je l'ai pas trop aimé. Enfin, je l'ai pas trop aimé. Il y a quelques points positifs et beaucoup de négatifs. J'ai trouvé ce roman, enfin déjà je l'ai pas trouvé du tout addictif ni rien, j'avais pas toujours envie de le relire. Je me suis pas mal ennuyée sur le début, si bien que je l'avais mis de côté parce que je sentais que c'était pas le bon moment. Mais j'avais pas la plume qui me permettait de continuer et de vouloir le lire absolument. J'ai trouvé... En fait j'ai pas trop accroché avec Reina. C'est pas un personnage pour lequel j'ai une attirance ou un attrait tout particulier. J'ai beaucoup aimé Alexus par contre, et j'aime beaucoup comment ils ont amené leur relation à changer, comment ils sont partis jusqu'à... Enfin bref. J'ai beaucoup aimé comment l'histoire de leur relation est construite et comment elle évolue. Par contre, l'univers, je l'ai trouvé très brouillon. J'ai pas trop compris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas trop compris. Alors est-ce que c'est moi, ma tête, qui était pas connectée pour tout comprendre, ou est-ce que c'était vraiment très brouillon? Donc je vous laisse me le dire. Par contre je suis quand même intriguée parce que l'histoire en fait je la trouve cool, mais l'univers est... En fait, j'ai un peu eu le même ressentiment que les Braises de la guerre, c'est-à-dire que on est sur une partie où il se passe pas grand chose, où c'est assez long, etc. Et une partie où on nous balance plein d'informations et on est obligé de les ingurgiter comme ça. Et on se dit, c'est un peu dur. Et là, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et vraiment, je sais pas trop quoi en penser. En fait, je sais pas si je continue cette saga ou pas. Je pense que le tome 2 me le dira parce que la fin m'a vraiment intriguée, j'avais vraiment envie. On a un petit cliffhanger mais pas énorme pour qu'on ait envie de prendre la suite tout de suite, mais qui est assez
intriguant pour lire la suite. Donc je pense que la suite, je la lirai en e-book avant de me procurer le livre et ça me dira un petit peu si je continue ou pas. Je pense que ça va être un peu la même chose que pour Dark Magie, mais c'est pas une saga vers laquelle je vais me jeter sur la sortie et que je vais précommander avec grande impatience. Mais ouais, je trouvais l'univers hyper intéressant, l'histoire de fond hyper intéressant, mais je trouve que ça a été pas très bien construit et je trouve que voilà, on nous balance tout un tas d'informations d'un coup et c'était assez indigeste. Vraiment assez indigeste et ouais, Raina, j'ai pas trop apprécié son personnage. Après, est-ce qu'elle va me rendre un peu plus sympathique, est-ce qu'elle va m'être un peu plus sympathique dans la suite, je ne sais pas. Mais j'ai beaucoup aimé Alexus et j'ai beaucoup aimé voir le regard justement de Raina changer entre ce qu'elle pense être la vérité et la vraie vérité. Charissa Weeks est assez violente avec les personnages, hein. Il faut pas trop s'attacher à des personnages parce que elle n'a pas trop de pitié, mais voilà, il y a un beau potentiel, vraiment il y avait un beau potentiel, mais je suis passée un petit peu à côté de ma lecture, donc le tome 2 sera décisif pour moi. On tient le bon bout, j'ai plus que 3 livres à vous présenter. Sur le chemin du retour, j'ai pas mal conduit et à un moment donné les titounis et les berceuses pour enfants, j'ai profité que ma fille et mon chéri soient en train de dormir pour me mettre un petit livre audio et je me suis mis du coup l'affaire Alice Crimmins de Anaïs Renevier. Donc c'est pour ça qu'en fait je prends plus un dans ma pile à lire parce que ça aurait pu s'équilibrer, sauf que celui-ci n'était pas dans ma pile à lire, donc j'aurais pu d'ailleurs le mettre en pas pile à lire. Je n'ai pas pensé quand j'ai fait mes templates. Bref. En tout cas, je vais pouvoir le changer. Et donc dans cette histoire, en fait c'est la collection 10-18 avec Society qui prend des faits divers de meurtres, de disparitions, etc. dans les États-Unis, avec à chaque fois un état des États-Unis. Et donc là on est en 1965, le 14 juillet précisément, et on a la disparition puis les corps retrouvés de 2 enfants. Il y a la mère et le père qui sont en plein divorce et qui se battent un peu pour la garde des enfants. Le père part du principe que c'est une mauvaise mère puisque elle sort, elle boit, elle fréquente des hommes, et donc à cette époque-là, bah forcément c'est la coupable idéale, et donc elle va être plusieurs fois incriminée, relaxée, incriminée, relaxée. J'ai vu de très bons avis sur cette saga, enfin sur ce livre-là, en tout cas sur celui-ci. Il faut savoir que c'est à chaque fois des journalistes qui lisent, enfin il faut savoir que c'est des journalistes qui écrivent tous ces romans-là en lien avec Society et 10-18. Et du coup c'est hyper bien documenté, je trouve que c'est hyper bien construit, c'est un peu romancé. C'est pas romantisé, c'est romancé, vraiment sous forme d'une histoire, mais en fait on peut l'écouter en mode podcast un peu. Et celui-ci je l'ai mis du coup en audio, j'aimerais beaucoup que tous sortent en audio, pour l'instant il n'y a que celui-là et l'affaire du Golden Gate, je sais pas quoi là. Mais j'aimerais beaucoup que tous soient en audio parce que je trouve que c'est le format parfait pour le lire. On l'écoute vraiment en mode vidéo YouTube ou en mode podcast, et je trouve que c'est très bien raconté. Et je trouvais que quand j'ai lu L'inconnu Cleveland, en lisant comme ça peut être un peu lourd, un peu lent, un peu fastidieux et tout, mais là on va reprendre tous les éléments de cette enquête là et toute la chronologie qui a été faite. Ce qui est bien, c'est que du coup c'est romancé et à la suite à la fin on a toutes les annexes, donc les plans, la chronologie date par date, etc. Et donc c'est plutôt pas mal puisque on peut vraiment se référer. Mais j'ai beaucoup aimé puisque cette affaire est vraiment... en tant que femme, on a envie de frapper tout le monde, puisque vraiment pour les policiers ils se basent surtout sur le fait que c'est pas une bonne mère, c'est pas une bonne épouse, parce que elle va voir des hommes, elle a beaucoup d'amants, elle boit, elle fait la fête, et donc forcément c'est elle qui est incriminée. Et je trouve que c'est
assez patriarcal et assez compliqué comme raisonnement, mais c'était dans l'air du temps en fait, et voilà, j'ai beaucoup aimé cette enquête, j'ai beaucoup aimé comment elle a été racontée. De toute façon cette saga, moi je les veux tous et je veux tous les lire, j'aime beaucoup. Pour les fans de true crime, franchement penchez-vous sur ça. Parce que c'est vraiment bien documenté, c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment bien romancé pour pas qu'on s'ennuie non plus. Et le Golden State Killer, pardon. Et du coup voilà, il y en a quand même pas mal qui sont sortis. Je sais qu'il y a Anaïs Renevier qui en sort un nouveau là au mois d'octobre je crois. Et j'ai déjà hâte de pouvoir lire d'autres. Mais c'est pas des livres que je vais sortir comme ça, puisque déjà c'est pas dans ma pile à lire et que ça prend quand même pas mal de temps et pas mal d'énergie dessus. Mais en audio, franchement l'audio il fait 3h30 je crois, donc c'est assez rapide de ce côté-là, vraiment le temps d'un podcast, et c'est plutôt un format que j'aime beaucoup. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir faire les autres sous cette même forme-là. J'ai ensuite lu La Cité aux épines de C.N. Crawford, donc je vous en ai déjà parlé, qui est publié chez Lost Kingdom, et j'avais beaucoup aimé la précédente duologie que j'avais lue d'eux. D'ailleurs du coup j'ai très envie de lire l'autre saga 2 qui est sortie chez Corrigan. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. Alors on va pas se mentir, c'est pas... ça casse pas trois pattes à un canard, mais j'ai trouvé que ça faisait le taf en fait. C'est hyper addictif, c'est hyper prenant et on a envie de savoir la suite et on a envie de découvrir. C'est des petits chapitres avec des personnages attachants, il se passe beaucoup de choses, on a beaucoup de révélations et en fait ça marche hyper bien pour moi. Je l'ai lu assez rapidement. On suit dans cette histoire, parce que ça serait bien que je vous parle de l'histoire déjà. Donc on suit dans cette histoire Roanne qui est une jeune humaine. On apprend assez rapidement que sa mère est décédée dans des circonstances assez compliquées et donc elle est jeune humaine, elle est dans une école, en fait dans l'univers on a les humains et on a une grosse cité hyper enfermée, hyper élitiste pour les démons, pour les différents types de démons. Donc on est dans un univers où il y a des démons en grande partie et on va parler aussi de succubes. Et en fait, elle est dans la partie humaine et elle a sa meilleure amie qui a réussi, elle, à avoir une bourse et à rentrer dans la Cité aux épines pour pouvoir étudier à ce moment-là au milieu des démons, mais ils sont très peu à réussir à faire ça. Et donc elle, son rêve, ça a toujours été ça, puisque elle sait que sa mère est morte via un démon et qu'elle a envie de se venger et de savoir qui l'a tuée. Et donc un soir où elle fête son anniversaire, elle va croiser un roi des démons, un seigneur du chaos, un gros démon très très haut placé, qui va la prendre pour une succube qui a fichu sa vie en l'air et qui est son ennemi juré. Sauf que elle lui dit que non, c'est pas du tout une succube. C'est une humaine lambda, sauf qu'il va pas la croire jusqu'à ce qu'il va goûter son sang et qu'il va se dire mais c'est bizarre parce que t'as vraiment le sang d'une humaine et pourtant tu lui ressembles trait pour trait. Donc ils vont un peu s'utiliser les deux pour leur fin à chacun. Voilà. Donc elle va se faire passer pour la succube en question et elle va essayer de séduire le roi et de trouver son point faible pour justement le petit seigneur, puisqu'il veut se venger. Et donc elle va en même temps enquêter sur la personne qui aurait pu tuer sa mère. Donc voilà, c'est assez court, assez rapide, puisque ça fait moins de 300 pages. Vraiment, je pense que je l'ai lu en 3-4 jours, même pas. Franchement c'est hyper addictif, ça se lit hyper bien. Voilà, il y a des facilités, c'est pas un truc où tout est hyper bien construit, où on n'a jamais vu ce genre de trope ni rien, c'est pas innovant. Mais je trouve que le côté justement démon succube, moi j'avais jamais lu sur ce sujet-là. Et ça l'a fait, franchement. Il y en a beaucoup qui vont pas aimer parce que c'est trop simple, parce que c'est pas assez abouti, parce que c'est pas assez recherché, etc. Moi ça l'a fait parce que à ce moment-là j'avais envie de ce genre de lecture là, que moi la lecture, même si c'est pas, enfin même les écrits qui sont pas hyper fouillés, recherchés, hyper construits, etc. Ça me dérange pas. La plume du couple C.N. Crawford me va parfaitement. J'ai eu la même
la même addiction à ma lecture quand j'ai lu Frost et Ambrosia. Et là j'ai retrouvé cet engouement, j'ai très hâte d'avoir la suite, je vais déjà la précommander, ça c'est sûr et certain, parce que vraiment ça l'a fait et j'ai adoré, vraiment c'était encore pas un coup de cœur parce que justement c'est trop facile et voilà, mais franchement je suis trop fan et la couverture est magnifique. Et on a un esprit un peu dark, un peu sombre qu'on n'avait pas forcément dans Frost et Nectar, je trouvais. Et franchement, bah voilà, ça a complètement fait. Et c'est ce genre de lecture que j'aime de temps en temps. Entre plusieurs gros sujets, gros univers, etc. Je suis très contente de pouvoir lire un livre un peu plus cool, que je binge read et qui me fait plaisir, où je passe un bon moment. Je sais que j'aurais pas un souvenir impérissable, puisque la preuve je me souvenais même plus du personnage féminin alors que je l'ai terminé il y a même pas une semaine, mais sur le moment j'ai passé un bon moment et ça me fait plaisir. Et le dernier roman que j'ai lu, je l'ai lu en audio, il s'agit de Rentre avant la nuit de Lisa Jewell, et donc là on va suivre une jeune femme qui a 19 ans, qui s'appelle Tallulah. Elle est jeune maman, voilà, elle est tombée enceinte étant très jeune et elle vit avec le papa de son enfant, de son garçon je crois, chez sa mère. Et donc un soir elle va sortir parce que voilà, elle sort pas souvent et elle va disparaître avec ce jeune homme là. Donc sa mère va absolument vouloir la rechercher. Et elle se pose beaucoup de questions, elle va commencer un peu à enquêter, à aider les enquêteurs sur la disparition, sauf que en fait l'affaire se tasse un petit peu et on est 18 mois après, je crois, 2 ans après, et donc là on va suivre Sophie qui s'installe à l'école prestigieuse, un peu internat, qui est dans la même ville justement, et donc Maple House, et qui commence à trouver des indices en lien un peu avec la disparition. Et donc on va être sur plusieurs temporalités. On va suivre Kim, donc la maman de Tallulah, au moment de la disparition, qui va commencer à enquêter, qui va un peu fouiller monts et merveilles pour avoir des réponses. On va suivre également Sophie et on va suivre Tallulah dans le passé, justement les événements qui vont la conduire à cette fameuse soirée de disparition, puisque dans tous les cas il n'y a même pas de corps, il n'y a rien qui a été retrouvé, ni corps, ni rien, on ne sait pas ce qui s'est passé, et franchement c'était trop bien. L'alternance des points de vue, encore une fois, on a ce que tout le monde semble dans ce roman, on a vraiment ce que tout le monde se fait d'une idée d'un couple, etc. et la réalité, tous les petits travers qu'il peut y avoir, et franchement j'ai trouvé ça hyper cool d'aborder ce sujet-là dans le point de vue d'un thriller et d'aller petit à petit à ce qui s'est vraiment passé via les yeux de Tallulah, mais aussi d'enquêter via les yeux de Sophie et de Kim. Et franchement, j'ai trop aimé. Franchement, j'ai trop aimé. J'étais un peu sceptique au début, mais plus les pages passaient et plus j'avais envie de le continuer, de savoir ce qui s'était passé. Je trouve que Lisa Jewell, elle fonctionne hyper bien. J'ai adoré la façon dont elle a amené, dont elle a construit son thriller. J'ai beaucoup aimé l'enquête en elle-même aussi, comment ça avait été fait, sachant qu'en plus Sophie est une célèbre écrivaine de thriller, et en fait les éléments qu'elle retrouve sont un peu comme elle les avait écrits dans un de ses thrillers, donc elle est un peu perturbée. Et franchement ouais, j'ai trop aimé, et ça m'a donné envie de lire beaucoup d'autres Lisa Jewell. C'est une autrice que j'avais très envie de découvrir, et en fait je suis trop contente de l'avoir enfin découverte, parce que c'était carton plein pour celui-ci, j'ai beaucoup aimé, et c'est ce genre de thriller que j'ai envie de commencer, d'avoir du mal, et d'avoir tout un côté hyper haletant, hyper page turner, mais aussi un peu étouffant, parce que on sait pas comment ça va se terminer, et on est à la seconde près des fois, et franchement c'était vraiment chouette, et tout ce qu'on pensait être vrai n'est pas vrai, et franchement voilà, c'était trop bien. Bref, voilà pour mon long update lecture, pour mon long bilan du mois. Vous avez vu que j'ai lu des choses assez différentes, des très bonnes lectures, des moins bonnes lectures.
Mais voilà, c'est aussi un mois de lecture lambda, donc voilà, je suis contente d'avoir lu tout ça et d'avoir bien accéléré sur la fin du mois en plus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la commenter, à vous abonner. Dites-moi vous ce que vous avez lu sur ce mois, si vous avez lu une de ces lectures, à me donner vos avis. Je vous mets du coup juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo, et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!